Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Lhouimel de m'avoir invité pour participer à cette cinquième manifestation de l'ATO. Je la remercie également d'avoir choisi cette thématique, qui est une thématique importante, du moment où ça constitue, comme l'a présenté Dr Amali tout à l'heure, un vrai problème de santé publique qui doit être normalement considéré de plus, c'est-à-dire par les autorités compétentes. Alors, quant à moi, donc, je vais essayer de parler un petit peu sur ce que peut faire l'orthoptiste, sachant que l'orthoptiste, donc, il occupe une place très importante. Il peut donc jouer un rôle capital dans la prise en charge de la basse vision. Bien sûr, par le biais de la réadaptation et la rééducation. Cette présentation, on va se contenter du bilan des investigations orthoptiques pour la malvoyance. Alors, je suis obligé de reprendre la définition de l'OMS, qui est la base de tout. Hein. Donc, la basse vision, il correspond en fait à une baisse d'acuité visuelle importante qui est inférieure généralement à 3/10 et supérieure à 1/60, bien sûr du meilleur œil avec la meilleure correction, bien sûr de l'œil le plus performant qui est menu avec des moyens optiques, lentilles, des verres, etc. Alors, la basse vision, c'est pas ça aussi, c'est pas uniquement ça, mais c'est aussi l'affaiblissement de la vision. Ça peut être l'affaiblissement de la vision périphérique pour certaines pathologies, ça peut être suite à des dyschromatopsies, ça peut être aussi un éblouissement fort à la lumière. Donc tout ça, ça peut être considéré comme une malvoyance. D'ailleurs, il y a un élément très important qui est considéré par l'OMS, c'est le champ visuel. Donc, il ne suffit pas qu'un patient ait une acuité visuelle qui est basse pour être considéré comme un malvoyant, mais on peut avoir des patients qui ont une bonne acuité visuelle, 8/10, parfois 10/10, le cas des glaucomates par exemple, avec un champ visuel tubulaire, mais qui ont un champ visuel qui est réduit. Alors là, ils sont considérés comme des malvoyances. Le tableau suivant, donc, elle va préciser justement les différentes catégories de malvoyance selon ces deux critères, l'acuité visuelle et le champ visuel. Donc, on a généralement 5 catégories de malvoyance. Donc, la première, généralement, c'est des patients qui ont une acuité visuelle résiduelle comprise entre 3/10 et 1/10, et qui ont, ou bien des patients qui ont un champ visuel d'au moins 20 degrés. La deuxième catégorie, c'est des patients qui ont une acuité visuelle comprise entre 1/10 et 1/20. La troisième, c'est entre 1/20 et 1/60. Vous voyez que le champ visuel là, ça doit être aux alentours de 5 degrés. Donc tout ça pour vous dire que le champ visuel, il faut pas poser le diagnostic avant de faire un champ visuel, parce que l'acuité visuelle toute seule n'est pas suffisante. Alors, la catégorie 4, la catégorie 5, elle est considérée comme une cécité légale avec une perception lumineuse positive et négative. Alors, cette classification de l'OMS, elle est très importante pour l'orthoptiste. Pourquoi? Parce que ça permet de classer la déficience visuelle d'abord, et ça permet de donner à l'ophtalmologiste médecin prescripteur une idée sur la profondeur de la déficience visuelle avant de prendre une décision. Vous savez très bien la décision qu'on va prendre. Alors ça peut changer la vie d'une personne. Le deuxième élément qui est important pour l'orthoptiste, c'est-à-dire cette classification, il va lui permettre de prendre en charge c'est-à-dire la façon avec laquelle elle va prendre en charge son patient, bien sûr selon ou suivant son degré d'handicap.
Bon, la basse vision, c'est pas l'affaire de l'orthoptiste ou de l'ophtalmologiste. C'est une affaire pluridisciplinaire qui demande quand même une interdisciplinarité de prise en charge. Donc, bien sûr, on trouve l'ophtalmologiste, l'orthoptiste, l'opticien, les trois O. Mais aussi, à côté de ces acteurs, on trouve l'instructeur en locomotion qui joue un rôle très important en matière de locomotion, de déplacement du patient. L'ergothérapeute aussi, c'est un professionnel de santé qui va essayer de rééduquer les autres perceptions, autres que la perception visuelle, notamment la perception auditive, tactile, etc. Les assistants sociaux, donc, qui ont un rôle important pour la prise en charge sociale du dossier de malade. Le psychologue aussi, qui est un maillon important dans la prise en charge. Alors, pour le bilan orthoptique, le bilan orthoptique, au fait, c'est un élément qui va permettre d'avoir beaucoup d'informations sensorimotrices et fonctionnelles sur la vision du patient. Alors, au fait, le bilan orthoptique, il va permettre d'analyser les plaintes, les besoins et les attentes du patient. Ça, d'une part, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que c'est selon ces critères qu'on va prendre en charge le patient. On ne va pas le prendre comme ça, on va rééduquer juste pour rééduquer, mais on rééduque un patient suivant un besoin visuel spécifique, hein, pour aboutir, pour arriver en fin de compte à un résultat qui est ciblé. Le bilan orthoptique, il permet aussi d'évaluer les différents paramètres de la fonction visuelle. On va voir tout à l'heure le bilan fonctionnel qui constitue maintenant l'actualité orthoptique à travers le monde. Et il va permettre aussi de mettre en évidence ce que voit le patient, ce qu'il ne voit pas, où sont ses limites, où résident les incapacités, etc. Et en fin de compte, un bilan orthoptique, à la fin, il va permettre de déterminer est-ce que le patient a besoin éventuellement d'une aide optique ou non. Alors ça se coince. Alors désolé, ça se coince. Alors, le bilan orthoptique, il va démarrer par, bien sûr, une prise en charge ophtalmologique, par un diagnostic ophtalmologique de la pathologie cécitante. Bien sûr, là, l'orthoptiste, dans son bilan, il doit noter la pathologie causale, sa localisation, sa gravité, son évolution. Tout ça, c'est important parce que on doit connaître la zone atteinte, la zone épargnée de la rétine, aussi le moment où on doit commencer la prise en charge, parce que ça sert à rien du tout de commencer une réadaptation alors que la pathologie elle est en pleine évolution. Donc, le bilan orthoptique, il va apporter tous les éléments essentiels à la compréhension des incapacités et dysfonctionnements signalés par le patient lui-même ou bien sa famille lorsqu'il s'agit d'un enfant. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, et je l'ai marqué en jaune, il faut toujours chercher et rééduquer et réadapter ce que le patient a besoin. Bien sûr, le bilan orthoptique, il est réalisé au moyen de tests spécifiques. C'est pas le même cas pour les bilans orthoptiques d'estrabisme, des déséquilibres binoculaires. Donc, c'est autre chose. Donc là, il est basé essentiellement sur l'étude de la fonction visuelle. On va voir tout à l'heure le bilan fonctionnel. Et ce bilan qui va être en fonction de l'âge et des capacités résiduelles du patient. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment un bilan qui est standard. On peut pas dire voilà, chaque patient on va chercher ça, ça, ça. Donc chaque patient est une entité clinique donc à part.
Ce bilan orthoptique, vous voyez, donc ça dure beaucoup plus longtemps par rapport à un bilan de strabisme ou de déséquilibre binoculaire. Il prend quand même 60 minutes. C'est beaucoup, c'est une prise en charge qui est assez lourde. Généralement, on le répartit en 2 séances. Et bien sûr, après, donc, il y aurait des séances de rééducation qui prennent quand même assez de temps, 40 minutes. Donc, tout ça pour que l'orthoptiste qui va se spécialiser et qui va prendre en charge les malvoyants doit tenir compte de ces éléments-là parce que ça va prendre quand même une bonne partie de son temps. Alors, le bilan orthoptique, je ne sais pas le cas pour la Tunisie, mais au Maroc, on n'a pas encore vraiment les codes sociaux pour la couverture médicale. En France, par exemple, donc c'est signalé, il a le code AMI 30 il se fait aux alentours de 78 € avec des séances de rééducation qui peuvent aller jusqu'à entre 16 à 40 € la séance. Saïd, je peux t'interrompre un peu. Même en Tunisie, ils sont pris en charge par la CNAM. Les séances, c'est un bilan par an et une série de séances, de 20 séances par an aussi. Donc, et je ne sais pas, est-ce que c'est ils ont un code, le bilan orthoptique, il a un code. 20, je pense, oui. Voilà, d'accord, oui. C'est super. C'est juste le problème qui reste, c'est le matériel qui n'est pas pris en charge. Parfait. Donc je profite, je ne sais pas, est-ce qu'on peut poser des questions au fur et à mesure, comme ça la séance ça va être un peu interactive, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Alors on va voir maintenant le bilan orthoptique chez l'enfant, c'est-à-dire en âge préverbal. Alors, dans ce cas-là, donc pour un enfant en âge préverbal, il s'agit beaucoup plus d'évaluer objectivement ses capacités visuelles, parce que c'est un bébé, ça peut être un bébé, un enfant qui ne parle pas. Donc là, il s'agit beaucoup plus d'explorer, d'évaluer les réflexes, c'est-à-dire les réflexes de fixation, les réflexes de poursuite, de clignement à la lumière vive, le réflexe de poursuite à une lumière douce. Donc il y a énormément de réflexes qu'on peut évaluer et qui vont nous donner une idée globale sur ce que voit, est-ce que l'enfant, le bébé, est-ce qu'il est malvoyant ou non. Bien sûr, on doit noter l'affection visuelle parce que là, et son contexte, parce que là, ça va nous faire quand même une différence entre une amblyopie et une basse vision. La date et le mode d'apparition, c'est important, on va le voir tout à l'heure. Il faut jamais hésiter à demander est-ce qu'il a des frères et des sœurs. Voilà, des frères et des sœurs. Pourquoi? Pour qu'ils peuvent faire l'objet d'éventuelles justement consultations ophtalmologiques et orthoptiques par la suite. Et il faut aussi noter les déficiences associées, c'est-à-dire un polyhandicap, etc. J'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire le mode et la date d'apparition. Effectivement, on doit chercher ce qu'on appelle le patrimoine visuel. Alors, le patrimoine visuel, c'est-à-dire c'est l'expérience visuelle de l'enfant. Je vous donnerai un petit exemple. Un enfant qui est né avec une pathologie cécitante, c'est pas le même enfant qui aura une pathologie par la suite. C'est-à-dire qu'un enfant qui aura une pathologie ultérieure, il aura quand même un minimum de référence, une expérience visuelle qu'on doit chercher. Alors, ce patrimoine visuel, il va se baser sur 3 axes importants. Un axe social, par le biais de la communication, on va revenir tout à l'heure parce qu'on va bien explorer le bilan fonctionnel. Donc l'orthoptiste, il va essayer de chercher par les sourires, les mimiques de la mère, est-ce qu'il répond aux mimiques de la mère, parce qu'un enfant déficient visuel, généralement, il aura une absence d'expression, tout simplement. Il va pas répondre, il va pas coopérer, etc. La gestuelle aussi, elle est très importante. Moi, personnellement, je
j'ai des jouets au cabinet, donc je donnerai un jouet, j'essaie de voir la réaction de l'enfant, est-ce qu'il réagit ou pas, etc. La saisie de l'information et tout ça, donc tout ça on va le voir tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire que un enfant malvoyant, il aura une situation de dissonance perceptive, c'est-à-dire il ne pourra jamais associer ce qu'il voit avec ce qu'il entend et ce qu'il touche. Et là, c'est le rôle des autres acteurs aussi qu'on doit les intégrer parmi nous, c'est-à-dire les ergothérapeutes, les instructeurs de locomotion, etc. Alors chez le bébé, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on voit le bébé malvoyant, bien entendu, une crispation du visage. On peut chercher un sourire non dirigé. Il est désintéressé par les objets, par le comportement de l'examinateur. Vous voyez, son visage, il exprime une certaine tristesse, un certain désintérêt pour n'importe quelle stimulation. Chez l'enfant, qui est beaucoup plus, on dirait, plus âgé, et donc là, on va chercher aussi, c'est un enfant, est-ce qu'il est intimidé? Parfois, on trouve des enfants pragmatiques, etc. La direction du geste, parfois, elle est mal dirigée, mal calibrée. Il a une lenteur, il exprime une lenteur des mouvements, etc. Tout doit être tracé et rapporté dans le bilan orthoptique. On va voir maintenant le bilan orthoptique d'un enfant en âge verbal, c'est-à-dire quelqu'un qui peut justement répondre, coopérer, etc. Alors là, ça va être vraiment des investigations orthoptiques un peu plus poussées, ça doit être vraiment beaucoup plus précises, et ces investigations, ils doivent être répartis en 3 axes principaux. Alors le bilan sensoriel, un bilan optomoteur, il ne faut pas oublier s'il vous plaît le bilan fonctionnel, parce que je vais mettre 3 plus devant ce bilan, parce que si vous voulez, c'est la vie, c'est la vie quotidienne, c'est la réalité qu'on rencontrait par un déficient visuel. Alors, on va commencer par le bilan sensoriel. Alors, le bilan sensoriel, il va commencer par, bien évidemment, par la mesure d'une acuité visuelle, mais à ce moment-là, avec des échelles bien adaptées à la malvoyance. On ne peut pas, dans une déficience visuelle, chiffrer l'acuité visuelle avec des échelles classiques décimales, parce qu'ils ne vont pas apporter les éléments nécessaires. C'est la raison pour laquelle on va utiliser des échelles logarithmiques, des échelles Logmar ou bien des ETDRS. Pourquoi? Parce qu'ils ont un apport en matière de diagnostic beaucoup plus précis. Vous voyez l'échelle là, il est sous forme de V. Pourquoi? Parce qu'il est fait exprès comme ça, parce qu'il va éliminer l'effet de bord. C'est-à-dire, pour les échelles traditionnelles, généralement, parfois le patient, il voit ce qui est au centre, mais aux extrémités, il le manque comme ça. Mais là, donc, on n'a pas cet effet-là. Vous remarquez aussi que les interlignes, c'est-à-dire, ils diminuent au fur et à mesure, et ça met le patient dans une situation de discrimination réelle, c'est-à-dire on va chiffrer la vraie acuité visuelle. Autre avantage, c'est qu'on peut mettre une échelle logarithmique à différentes distances. On peut l'utiliser à 4 mètres, on peut l'utiliser à 2 mètres, à 1 mètre, et on aura toujours le même résultat, bien sûr, avec un tableau de conversion selon le changement de distance. Autre avantage, c'est que on peut, avec cette échelle, chiffrer les acuités inférieures à 1/10.
Comme vous le savez, l'échelle classique, donc ça commence par 1/10, alors que là, on peut même chiffrer les acuités de 1/60, 1/40, etc. Donc voilà, donc c'est les avantages, si vous voulez, de ces fameuses échelles logarithmiques. Le bilan sensoriel, donc il va aussi comporter une vérification de la correction optique portée par notamment des méthodes hyper spécialisées, la méthode d'Aurore qui est la plus connue, parce que, si vous voulez, on doit avoir une correction optique parfaite et totale du patient, parce que le moindre flou visuel, donc il aura des répercussions par la suite par les aides visuelles, parce que justement, si on a un cercle de diffusion myopique ou hypermétropique, il va être amplifié avec l'aide visuelle par la suite. C'est la raison pour laquelle on doit généralement vérifier la correction en utilisant la méthode d'Aurore avec un système de Galilée, généralement un grossissement 1/8, avec un cylindre croisé et qui se porte sur la correction optique. Et là, on essaie d'affiner la correction et on aura justement la correction exacte. Et comme vous le savez, c'est des acuités, on l'a dit, qui sont comprises entre 3/10 et 1/60. La mesure de la sensibilité au contraste, c'est une mesure quantitative qui se fait justement à l'aide des échelles de Léa, par exemple, le cas ici. C'est l'échelle que j'ai personnellement au centre. On la place généralement à 1 mètre et on note le pourcentage de contraste équivalent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va voir que le contraste tout seul, si on arrive à l'améliorer, on peut avoir un gain en matière d'acuité visuelle et en matière de discrimination visuelle. La sensibilité chromatique fera aussi l'objet d'évaluation aussi. Il est souvent perturbé chez les malvoyants, et surtout chez les gens qui ont les enfants qui ont une maculopathie. Bien entendu, il n'y a pas de rééducation pour les dyschromatopsies, mais cette étude, il a un intérêt majeur pour orienter l'orthoptiste sur c'est-à-dire les moyens de rééducation. Ça n'a aucun sens qu'un patient qui a une deutéranopie ou une protanopie, on va lui présenter une couleur qu'il ne la voit pas. Et là, ça saute. Voilà, l'étude du champ visuel. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure du champ visuel et qui constitue quand même un élément majeur pour le diagnostic. Donc, ça permet de classer la malvoyance aussi, de repérer, ça, on va revenir sur le bilan optomoteur, de repérer une zone de fixation. Généralement, parce que parfois le sujet il a une maculopathie et on doit chercher où est la zone rétinienne la plus proche de la macula qui est encore épargnée. Le champ visuel, c'est un moyen par excellence. Alors, on doit aussi, il va nous aider aussi pour rééduquer les zones où on va rééduquer le patient. Il va nous donner quand même un apport qui est important. Sans oublier bien sûr l'étude des autres relations binoculaires, la fusion, la stéréoscopie, voir les autres paramètres de la correspondance rétinienne et est-ce qu'elle est normale ou pas, parce que ça peut influencer aussi le résultat. Alors, on va passer maintenant au deuxième axe du bilan orthoptique, qui est le bilan optomoteur. Alors, au fait, l'élément majeur de ce bilan, c'est l'étude de la fixation. Il faut rechercher, est-ce que le patient présente une fixation centrale ou
justement, où il n'est pas conscient du tout qu'il a une autre fixation qui est excentrique. Si oui, il faut la chercher, il faut trouver la meilleure zone parce qu'il se trouve parfois que un patient il va atterrir chez vous avec une autre fixation excentrique alors il présente déjà l'opportunité d'avoir une autre zone de fixation qui est meilleure. Et là, il faut changer le mode de fixation. Il faut préciser aussi quelle direction la fixation. La meilleure direction du regard. Et là, généralement, on utilise l'horloge. C'est à midi, à 13 heures, à 4 heures, à 6 heures, etc. Il faut voir aussi et évaluer l'éclairage. Dans quelles conditions? Est-ce qu'il est gêné par l'éclairage incandescent ou fluorescent ou bien blanc, la lumière blanche, etc. Est-ce que cette fixation, est-ce qu'il est calibré? C'est-à-dire, il va directement à l'objet ou pas? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est utilisé tout le temps? Est-ce qu'il est endurant, effectivement? Et l'impact de cette fixation sur le c'est-à-dire la fixation bioculaire. C'est-à-dire, est-ce que le patient est mieux en fixant avec un œil ou le contraire, c'est en fixant avec les deux yeux aussi? Alors tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut en aucun cas prescrire une aide visuelle sans avoir une fixation, c'est-à-dire, je dirais pas centrale, une fixation correcte et endurante. Il ne peut pas lire. Même si on lui donne le grossissement nécessaire, donc ça ne sert à rien du tout. Donc la première étape, c'est de chercher la meilleure zone de fixation, l'ancrer et la rééduquer par la suite. Le bilan optomoteur aussi, il va comporter la recherche de l'œil directeur. Souvent, c'est l'œil dominant, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors l'œil directeur, c'est l'œil de visée. C'est l'œil que va utiliser le malvoyant et c'est l'œil sur lequel va être basée la rééducation orthoptique. L'œil directeur, on le cherche avec un moyen très simple. Donc on prend une feuille A4, comme ça. Et on met un trou au milieu, comme ça. Et voilà, on demande au patient de tendre les mains complètement. On présente une cible donc à l'infini, donc il va la regarder avec les yeux, pour le malvoyant, donc c'est pas possible l'infini, donc on va se rapprocher quand même jusqu'à une distance qui est correcte, et là il va la regarder avec les yeux, et on lui demande de rapprocher le test tout doucement jusqu'à on trouve automatiquement son œil directeur, et c'est un œil qui va nous servir beaucoup pour la réadaptation et la rééducation. On va chercher aussi, est-ce que ça correspond aussi à l'œil qui correspond à la main graphique? Ça, c'est pour le préparer justement à la scolarité. Madame Ammari, tout à l'heure, elle a parlé des enfants qui sont scolarisés, qu'on les oriente par erreur aux écoles de braille, alors qu'on pourrait très très bien les aider à intégrer l'école normale. Il y a pas mal d'enfants qui étaient scolarisés d'ailleurs déjà à l'école de braille et on les a différés et orientés à l'école normale par la suite. Alors, toujours dans le bilan optomoteur, on va étudier aussi la qualité des mouvements de la motricité oculaire conjuguée du malvoyant, parce qu'au fait, la motricité oculaire conjuguée, c'est la base de tout succès, si vous voulez, parce qu'on va utiliser ces mouvements durant toute notre vie journalière, pour la lecture, le repérage, prendre un verre, repérer quelque chose. Donc, il faut voir comment est-ce qu'il utilise la poursuite, les saccades, réadapter, en fin de compte, cette motricité oculaire conjuguée par la suite. Et ça saute encore une fois. Voilà.
Pas encore. Alors ça se bloque, je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà, restez comme ça. Alors très bien, donc on va passer maintenant au troisième axe, l'axe final qui est d'une envergure capitale, c'est le bilan fonctionnel. Au fait, le bilan fonctionnel, c'est l'étude de l'interaction vision-action. Et c'est-à-dire, c'est la réalité en fin de compte. Alors l'orthoptiste, normalement, il doit chercher comment la vision elle est utilisée au quotidien par la personne déficiente visuelle. Alors, tout cela se fait par le biais de tests spécifiques qui bien sûr, qui diffèrent selon l'âge et le degré de l'handicap du patient. Le premier élément du bilan fonctionnel, c'est la communication. Alors, la communication, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a cette émission et cette réception du regard qui va gêner et qui va entraver justement notre projet de rééducation. Donc il faut essayer de voir comment le sujet communique avec son environnement. La vision, au fait, et le regard sont des émetteurs et récepteurs dans la communication interpersonnelle. Et bien sûr, en psychosociologie, on parle beaucoup de cette communication et c'est de la construction de la relation mère-enfant et père-enfant aussi. Donc généralement, c'est des patients qui vous disent, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un et il m'a tendu la main, et il m'a présenté sa main pour un salut, donc je l'ai pas salué. Il a pris une décision vers moi parce que il a compris que autre chose, je voudrais pas tendre ma main et tout ça, alors que je l'ai pas vu tout simplement. Donc ça, vous voyez, donc c'est des choses qui arrivent et qui sont très pénibles. Donc aussi un enfant, un bébé malvoyant, vous allez voir qui va pas répondre au sourire de la maman, qui va pas exprimer un regard, des expressions de retour. Donc, au fait, la communication dans ce cas, elle sera perturbée. Au fait, le regard du malvoyant est toujours source de quiproquo, c'est-à-dire qu'il y a un regard social et un regard d'échange. Au fait, les deux regards, ils cohabitent dans les mêmes yeux. Et au fait, ça pose un vrai problème. Et ça peut faire l'objet justement de rééducation. On va essayer de changer cette communication par le biais de la réadaptation et la rééducation. Alors, la saisie de l'information, c'est un élément aussi important du bilan fonctionnel. On va étudier la discrimination. Donc, on va voir comment la personne basse vision, il agit, il reconnaît les objets. Est-ce qu'il reconnaît les objets de grande forme, de moyenne forme? Est-ce qu'il peut aller jusqu'au contour, les détails? Ou bien est-ce qu'il ne reconnaît juste les silhouettes? Donc, l'orthoptiste, normalement, il va utiliser plusieurs tests de différentes formes pour évaluer donc la saisie de l'information. Le troisième élément du bilan fonctionnel, c'est l'organisation du geste. Alors, au fait, c'est l'étude de la coordination oculo-manuelle et oculo-céphalique. Et ce qu'on appelle donc l'oculo-manuel, c'est surtout la préhension prédictive qui a fait l'objet justement de plusieurs études, de plusieurs publications dans des revues indexées. Donc la préhension prédictive, au fait, c'est comment le sujet il va ajuster la main
suivant la forme de l'objet. Donc, la manière avec laquelle on prend un stylo, c'est pas la même manière avec laquelle on va prendre une brosse, par exemple, ou un verre. Alors là, un malvoyant, il n'a pas cette notion. Donc, on lui donne un stylo, peut-être il va tendre la main comme ça, ou bien un verre, donc il peut le renverser comme ça. Donc, au fait, l'organisation du geste peut faire l'objet d'évaluation et peut faire l'objet de réadaptation aussi par la suite. On n'a pas l'occasion de parler dans cette session, je ne sais pas par la suite de ça. Alors l'étude de la localisation visuelle aussi c'est important. Donc généralement j'utilise des tests pour voir comment le patient malvoyant il localise les objets. Est-ce qu'il a une hypermétrie de fixation ou bien une hypométrie de fixation ou bien il passe directement à la cible. Je donne généralement des étoiles de Thomas. C'est la fameuse étoile avec des pointillés et je demande au patient de piquer le point. Donc je trouve généralement qu'il va passer toujours à côté, je garde toujours les résultats et à la fin de la rééducation, généralement, on trouve que voilà, on aura de très bons résultats pour la localisation. Alors la lecture aussi, donc c'est surtout pour les jeunes, pour les personnes âgées aussi, c'est la priorité de la plupart d'entre eux. L'orthoptiste, il va essayer de faire un bilan de lecture, il va essayer d'évaluer l'efficacité de lecture chez un malvoyant, où ça cloche, où sont ses difficultés, est-ce que c'est la discrimination, est-ce que c'est le saut entre deux mots, est-ce que c'est le fait de lire un mot qui est très long, est-ce que c'est le retour à la ligne, donc c'est suivre, est-ce que il nécessitera éventuellement un grossissement pour la lecture, alors tout ça, ça va être tracé dans le bilan de basse vision et surtout dans le bilan de lecture. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors pour conclure, pour appréhender la situation spécifique de la personne malvoyante, de tout âge, l'orthoptiste il doit acquérir des éléments. Alors le premier élément, bien sûr, c'est le savoir. Et ça, c'est l'approche théorique. Il doit être normalement censé connaître toutes les pathologies avec leurs répercussions, avec leur localisation, l'interprétation de différents examens complémentaires. Comme ça, il va essayer de chercher la zone où il va commencer sa rééducation. Le deuxième élément, c'est le savoir-faire. Alors, normalement, le bilan il doit être ciblé, bien sûr pour un diagnostic orthoptique et un projet de réadaptation ou de rééducation adapté aux patients, selon, bien sûr, les exigences et les besoins recensés, si vous vous rappelez, dans la partie de l'anamnèse. Et en fin de compte, bien sûr, l'attitude, la communication adaptée, et je dois jouer un petit peu le rôle du psychologue. Il doit être près du patient, il doit savoir, c'est-à-dire comprendre son handicap pour qu'il puisse c'est-à-dire interagir avec son patient. Et je vous remercie. Voilà.